Vous écoutez France Culture. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Notre voix dit-elle qui nous sommes ? La parole distingue l'homme des autres mammifères d'une façon sans doute encore plus évidente que le rire. Elle est constituée par une voix qui prononce des mots. Souvent, notre attention se focalise justement sur les mots pour dégager le sens de ce que nous entendons ou de ce que nous disons. Pourtant, le sens du texte écrit est profondément modifié par ce que nous appelons communément le ton. Ne me parle pas sur ce ton, nous rétorque-t-on lorsque notre façon de parler exprime plus d'agressivité que celle qui est transmise par les mots eux-mêmes. Un même discours peut être lu platement ou interprété avec brio. Son impact sur l'auditoire sera alors tout à fait différent. Ainsi, approcher la communication orale révèle une richesse et un pouvoir qui explique sans doute en partie l'audience que la radio conserve face à la concurrence d'autres médias. Le 16 avril 2014 aura lieu la Journée mondiale de la voix, un événement, semble-t-il, encore peu connu alors qu'il date déjà de 1999, année où la Société brésilienne de laryngologie et de la voix l'a organisée pour la première fois. Depuis, elle s'est internationalisée et se déroule dans une cinquantaine de pays avec 455 événements. L'objectif de cette journée mondiale de la voix est de, je cite, démontrer l'importance de la voix dans notre vie quotidienne comme outil de communication, comme instrument musical et comme objet d'étude d'un grand nombre de disciplines scientifiques. Fin de citation. Il s'agit donc de l'occasion de nous pencher sur l'un des instruments les plus extraordinaires dont la nature a doté les hommes, pas seulement les surdoués qui excellent dans le chant ou l'imitation, mais nous tous qui, dès notre naissance, donnons de la voix. Comment un instrument réduit à seulement 2 cordes vocales peut-il transmettre des informations sur nous-mêmes et exprimer une grande variété de sentiments ? Pourquoi sommes-nous plus sensibles à certaines voix qu'à d'autres ? Quel pouvoir confère la voix à ceux qui savent l'utiliser pour agir sur leur auditoire ? Pouvons-nous apprendre à mieux maîtriser l'instrument vocal qui nous a été donné à la naissance ? Notre voix dit-elle ce que nous voulons dire ou révèle-t-elle ce que parfois nous préférerions taire ? Pour aborder ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Claude Fugain, médecin phoniatre, ORL et responsable de l'unité de la voix à l'hôpital Foch, Nathalie Henrich, chercheure au CNRS au laboratoire Gipsalab à Grenoble, chanteuse et chef de chœur, et coordinatrice pour la France de la Journée mondiale de la voix. Christian Hugonnet, ingénieur acousticien, président fondateur de la Semaine du Son, et Johanna Révis, orthophoniste à l'hôpital de la Timone à Marseille et chercheur en linguistique au laboratoire CNRS Parole et Langage à Aix-en-Provence. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Johanna Révis, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre intitulé « La voix et soi, ce que notre voix dit de nous » aux éditions de Bouc. Cet ouvrage vise à mettre les résultats scientifiques sur la voix humaine, sur les études concernant la voix humaine, à la portée d'un large public. Il écrit avec un style tout à fait abordable, direct, vivant. Alors peut-on dire que vous y révélez ce que contient notre carte d'identité vocale et dont nous n'avons le plus souvent pas vraiment conscience ? Oui, c'est l'idée. En fait, l'idée, c'était de permettre au grand public d'accéder à toutes les informations qui sont publiées dans la littérature scientifique et qui rendent compte des processus, de ce que on peut produire avec sa voix, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on peut apprendre de soi-même et des autres à l'écoute de la voix. On va revenir en détail sur toutes ces choses, ces révélations peut-être pour certains d'entre nous. Nathalie Henrich, bonjour.
Bonjour. Donc, outre vos travaux de recherche dont vous nous parlerez, vous êtes la correspondante en France de la Journée mondiale de la voix. Alors, pourquoi une telle journée qui reste encore aujourd'hui assez peu connue ? Alors, disons que le sens de cette journée, c'est de faire comprendre au public et aux politiques toute l'importance qu'a la voix dans notre société et de faire prendre conscience qu'on a besoin de la travailler, qu'on a besoin de moyens pour l'explorer, pour la comprendre. Voilà, c'est sensibiliser à la voix, parce que la voix, c'est quelque chose qui est tellement naturel, on l'a reçu à la naissance, que du coup, on n'y fait pas forcément très attention. Et c'est que quand on a des difficultés à s'exprimer, quand on la perd, qu'on se rend compte de toute l'importance qu'elle a dans notre quotidien. Alors, quand on la perd ou quand elle est abîmée, on peut aller vous voir, Claude Fugain. Bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes phoniatre et nous verrons avec vous donc l'aspect un peu plus médical des troubles de la voix qui sont également révélateurs de ce qu'elle est et de ce qu'elle est capable de nous apporter, mais aussi à quel point elle peut nous manquer. Alors, quel est le rôle plus précisément du phoniatre ? On voit des patients qui ont des problèmes de voix ou qui pensent avoir des problèmes de voix. On va faire un diagnostic, on fait un bilan, on le met en situation variée, de conversation, de projection, de voix chantée aussi. On l'écoute beaucoup pour savoir comment il vit avec sa voix. On parle souvent de professionnels de la voix. C'est-à-dire que il ne faudrait pas penser que le professionnel, c'est le chanteur ou le comédien. Pour nous, le professionnel, c'est l'enseignant, c'est le commercial, c'est quelqu'un pour lequel la voix est l'outil principal de travail. Et ça fait beaucoup de monde. Oui, il est très rare qu'on ne parle pas du tout dans un travail, finalement, et à part les travaux purement manuels, peut-être. Moi, je pense que travailler la voix, c'est un développement de compétences et que ça devrait effectivement faire partie de notre cursus scolaire. On ne développe pas du tout le langage oral et ça me paraît extrêmement important. Et dès que la voix fait problème, tout à l'heure, on parlait de... la voix, c'est perdre sa voix. Le mot qui revient le plus souvent, c'est impuissance. On s'aperçoit vite que la voix est un outil formidable et quand on ne l'a pas, quand on n'est pas entendu, alors cette sensation d'impuissance est importante. Très bien. Christian Hugonnet, bonjour. Bonjour. Donc, en tant que président de la Semaine du Son, dont la 11e édition s'est tenue en France, au mois de janvier dernier, on en a parlé d'ailleurs dans Sciences Publiques, vous avez organisé plusieurs conférences autour de ce sujet de la voix. Oui, on avait notamment mis l'accent cette année sur la voix de synthèse, c'était à l'IRCAM. Mais nous sommes intéressés beaucoup aussi sur les voix exprimées en radio en particulier. Nous avions d'ailleurs fait une année une journée spéciale justement sur les voix radiophoniques. Et nous étions aperçus à quel point justement la personne qui écoute aujourd'hui, là en ce moment, qui vous écoute en ce moment, qui nous écoute, se phagocyte, phagocyte la personne véritablement. Elle avale cette personne en l'écoutant et s'en fait sienne vraiment. Et ça, c'était une découverte tout à fait extraordinaire, par exemple. Alors, Johanna Révis, justement, quels sont les travaux sur quoi portent les recherches actuelles en matière d'analyse de cette voix ? Il y a beaucoup de domaines différents d'études. Mon livre et ma recherche à moi se focalisent sur les aspects linguistiques, en fait, de la voix. Donc, comment on utilise cet outil extraordinaire pour exprimer nos émotions, nos intentions, pour renforcer notre conviction, pour convaincre les autres. Et donc, les moyens que nous utilisons sont essentiellement des moyens acoustiques et des moyens perceptifs. Donc, acoustique pour aller prendre des mesures dans les voix qu'on peut étudier, ou alors perceptif, il faut savoir comment nous décodons les informations vocales lorsque nous écoutons les autres. Et l'objectif, en fait, de ces travaux, ça se concrétise comment en termes d'instruments, par exemple, pour être utile à des fameux professionnels de la voix, à ceux qui en sont conscients et à ceux qui s'ignorent, Comme le disait Claude Fugain à l'instant, on est amené souvent à recevoir des patients qui ont des troubles de la voix, qui ont des problèmes de voix ou qui pensent en avoir. J'ai bien aimé cette version-là des choses aussi. Et lorsqu'on reçoit un patient, on a besoin de prendre des mesures, de faire un bilan, de faire une cartographie de sa voix telle qu'elle est à l'instant T, c'est-à-dire au moment
où le trouble est devenu si pénible qu'il l'a conduit à consulter. Donc à ce moment-là, on peut prendre des mesures qui vont permettre de savoir précisément quelles sont les choses qui ne vont pas dans cette voie-là. Et ensuite, au fur et à mesure de la rééducation, de la thérapeutique mise en place, on peut refaire des mesures et voir le chemin parcouru, à quel point cette voie peut être améliorée. Très bien, Nathalie Henrich. Et de votre côté, quels sont les travaux que vous menez à Grenoble ? Alors, donc on s'intéresse aussi à tout ce qui est la voix et ses usages, et en particulier à l'effort vocal, au forçage vocal. Il y a une étude menée par Maëva Garnier, une brillante collègue, sur la voix des enseignantes. Donc, essayer de comprendre quelles sont les difficultés que les usagers de la voix, entre guillemets, ont à faire face dans leur quotidien de travail. Ça, c'est par exemple des études menées sur Grenoble. On s'intéresse aussi aux outils technologiques liés à la voix. Alors des outils de mesure, on vient d'en parler, Johanna vient de parler. Si on veut pouvoir évaluer une voix, eh bien, il faut trouver des façons de la mesurer. Et ça, c'est pas simple parce que notre outil, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc quand on essaye de le mesurer, soit on est très invasif, soit on essaye d'être non invasif, mais il faut prendre conscience que c'est un outil difficile à capter. Alors c'est difficile et c'est aussi mystérieux. C'est vrai que grâce à cette émission, je me suis un petit peu promené sur Internet et j'ai trouvé des vidéos qui montrent les cordes vocales en action. Et c'est quand même très spectaculaire, la première fois en tout cas, qu'on le voit. On se rend compte à quel point cet instrument est mystérieux, Claude Fugain, avec deux membranes, car en fait on appelle des cordes, ce qui ressemble plus à des membranes dans la réalité. Ce sont des lèvres en fait, des petits bourrelets qui vont vibrer. Ce qui est très important, et moi je voudrais vraiment insister sur l'examen des cordes vocales. Trop souvent, on regarde avec un petit fibroscope, on voit mal cet outil. On a des moyens de bien regarder le fonctionnement des cordes vocales. Pour cela, on utilise des endoscopes rigides, on utilise une lumière particulière. Ne pas oublier que la vibration des cordes vocales est très rapide. Chez la femme, environ 180-200 vibrations secondes. Chez l'homme, 100 vibrations secondes. En moyenne, en fait. Il n'y a pas de norme, il n'y a que des moyennes. Et donc, quand on regarde des cordes vocales avec les mauvais outils, on les voit toujours floues. Donc, il faut absolument utiliser un matériel à base de lumière stroboscopique qui nous permet d'avoir une vision au ralenti de ces cordes vocales. Donc ça, c'est très important. Et puis, je voudrais dire que la voix ne se résume pas aux cordes vocales. Il y a une soufflerie, il y a un vibrateur, les cordes vocales, des résonateurs et un système articulatoire. Et quand on va étudier, faire un diagnostic, on va s'intéresser à ces 4 étapes. Et quand on va traiter le patient, ce sera aussi au niveau de ces 4 étapes. Ajoutez à cela qu'il a un corps, une verticalité, la voix est un morceau du corps, et puis au-dessus, il a effectivement un cerveau et des affects, et tout ça va fabriquer une voix qui bouge à chaque instant, qui est variable à chaque instant de notre vie. Elle traduit ce qui se passe à l'intérieur.